Bienvenue à tous et à toutes. On est le 1er mai, un jour férié normalement, mais c'est aussi le symbole, le muguet qui est offert autour de nous le jour du 1er mai. C'est aussi symbole du bonheur, du retour au bonheur. Du coup, on vous souhaite à tous vraiment beaucoup de bonheur. Donc, on est vraiment dans la thématique sur la bonheur et résilience en lien avec le contexte actuel, c'est-à-dire la crise sanitaire actuelle. On est sur le 3e webinaire sur 4, donc il en restera un qui se déroulera le 15 mai sur la thématique de l'engagement. Et après, je pense que les webinaires vont prendre on verra, on ne s'avance pas sur le sujet, mais en tout cas, on est quasiment à la fin de cette première phase. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de résilience, bonheur et par rapport au Covid aujourd'hui. On a Maxime qui est avec nous et qui est notre community manager, qui va nous donner un petit peu les règles à bord du voyage. Enfin, on se répète peut-être un peu, mais certaines personnes n'ont pas été là sur les webinaires précédents. Donc, Maxime, je te laisse un petit temps de parole, histoire qu'on puisse donner un petit peu les règles. Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans ce 3e webinaire d'Isopolis. Donc je vais vous représenter les règles, donc elles n'ont pas trop changé depuis la dernière fois. Donc en fait voilà, c'est vraiment pour le bon déroulement de cette webconférence. Voilà, les caméras, les micros seront coupés pour on va dire la fluidité de la présentation. Le live est diffusé en direct sur Facebook. Vous aurez aussi une rediffusion du live sur YouTube et sur Facebook une fois le webinaire terminé. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà, donc on va les traiter ultérieurement. Et on va prendre entre 3 et 6 questions vers la fin, justement, pour la présentation. Donc voilà, moi je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Donc pour vous rappeler un petit peu là où on en est, on a eu le premier webinaire autour de la présentation du projet Isopolis le 3 avril, où vous avez pu découvrir l'association IsoLife et l'IRD qui portent le projet Isopolis. Jaïla et Christelle ont pu vous faire bénéficier de l'expérience résilience. Donc, si vous n'avez pas encore testé l'expérience, vous pouvez tenter l'aventure avec nous. Tout est rediffusé sur YouTube, donc on a une chaîne YouTube, vous pouvez aller sur le lien YouTube en tapant Isopolis. Et voilà. Le 17 avril, on a parlé des faiseurs de changement. Donc on a surtout évoqué qu'est-ce que c'est qu'un faiseur de changement, et on a parlé des témoignages. Enfin, les faiseurs de changement sont intervenus pour témoigner sur ce qu'ils font sur le territoire afin de participer à la transformation du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes sur la thématique du bonheur, résilience, et on va vous expliquer un peu plus en détail, nous, comment on souhaite mesurer le niveau de bonheur des rayonnés et surtout pourquoi. Et en faisant le lien sur la crise actuelle du Covid, on est en train de travailler sur une enquête sur la représentation du Covid par rapport à la population. Quelle représentation la population a du Covid? Et ensuite, le 15 mai, comme je vous ai dit, on se retrouve pour le prochain webinaire, le dernier de cette série, et on va partir sur l'engagement dans Isopolis, autour d'Isopolis. Pour rappel, le contexte Destination Bonheur a été créé afin qu'on puisse focaliser l'attention de l'ensemble des réunionnais sur leur niveau de bonheur. Donc on y arrive au fur et à mesure avec l'enquête qu'on est en train de mettre en place, et du vivre ensemble avec une solution que nous on propose, Isopolis. Et la grande question qu'on se pose, le grand défi qu'on se lance, c'est de savoir si le bonheur des réunionnais était une finalité des politiques publiques. Donc pour arriver à cet objectif, notre moyen, c'est de pouvoir mobiliser les décideurs, les institutions, la population. Donc vous allez découvrir au fur et à mesure comment on souhaite mettre en place notre stratégie.
Et pour le moment, on est vraiment sur la mobilisation des faiseurs, donc vous êtes là. Et notre objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir un certain niveau de connaissance par rapport au projet Isopolis et l'indice du bonheur à La Réunion, donc le BNB qui est décliné en BRB, enfin le bonheur national brut à La Réunion. Donc, je peux passer sur cette slide-là. C'était la slide de la dernière fois. Donc, on a décidé d'espacer nos webinaires de 15 jours parce qu'on faisait toutes les semaines et c'était un peu compliqué au niveau du rythme. Et on a souhaité avoir des distances de 15 jours pour avoir une meilleure qualité de nos webinaires. Le programme se construit au fur et à mesure des besoins et du contexte et on a rajouté un petit temps, normalement ça devait se terminer à 16h30 et on a rajouté une demi-heure supplémentaire pour que vous ayez un temps de parole. Donc, que va-t-il se passer aujourd'hui? Donc, à chaque fois qu'on a un des webinaires, il y a Evelyne qui nous fait vivre une expérience de la méditation guidée, une méditation guidée que vous aurez l'occasion de découvrir avec Eve juste après. Vous m'avez envoyé plein de mots sur qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce que c'est que la résilience pour vous. Donc, j'ai essayé de mettre en image tous ces mots. Donc, vous allez les découvrir dans l'ensemble. Ensuite, il y a Jaëla qui va intervenir sur le Covid, résilience et bonheur, quel lien on fait. Ensuite, Pierre et Jean-François que vous allez découvrir tout à l'heure, mais Pierre que vous avez déjà rencontré, vous allez découvrir comment et pourquoi on veut mesurer le bonheur sur le territoire. Et ensuite, vous aurez l'intervention des faiseurs. Donc, si vous souhaitez intervenir, comme je vous ai déjà dit dès le départ, mais c'est important de le répéter, vous pouvez laisser votre nom, votre prénom dans le chat et votre sujet d'intervention. Si vous voulez intervenir, vous aurez 5 minutes à la fin pour pouvoir intervenir. Et si vous souhaitez poser des questions, c'est pareil, c'est dans le chat. Et, on est une équipe pour pouvoir récupérer ces questions-là et pour faire en sorte que vous ayez les réponses à la fin. Donc, dans l'équipe d'intervenants, vous avez Pierre qui est l'ex-président et l'actuel secrétaire d'IsoLife. Il fait partie du groupe BNB à La Réunion. Et vous avez Jean-François qui est chercheur à l'Université de La Réunion, qui est en binôme avec Pierre sur la question du bonheur. Donc, l'équipe, vous avez Maxime en community manager, Christelle qui est sur l'appui technique et qui est bénévole auprès de nous, Estelle qui est chargée de mise en œuvre dans le projet Isopolis, Jaëla que vous connaissez normalement tous et toutes, qui est la coordinatrice du projet. Et puis, vous avez Evelyne qui est dans le cadre du projet Isopolis chargée de mobilisation sur la thématique des seniors. Mais aujourd'hui, Evelyne va vous faire découvrir l'expérience de la méditation guidée. Et je laisse la parole à Evelyne pour qu'elle puisse nous guider sur cette méditation, cette expérience. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage sensoriel au pays de votre cœur pour le découvrir et découvrir quelques-uns de ses pouvoirs exceptionnels. Comme vous le savez, nous utilisons nos 5 sens comme un moyen de percevoir le monde. Mais les traumatismes, les souffrances au cours de notre vie peuvent affecter nos capacités sensorielles de telle sorte que notre monde devient alors stressant, agressif, invivable. Cependant, nous pouvons être plus heureux si nous laissons nos sens passer au travers du filtre de notre cœur qui, lui, possède les meilleurs outils pour nous aider à appréhender la vie de façon résiliente et emprunter naturellement le chemin du bonheur. Je vous propose pendant quelques minutes de vous connecter à votre cœur. Vous êtes bien assis, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol, les épaules relâchées, le menton légèrement abaissé vers la poitrine, fermez les yeux. Conservez une respiration calme et naturelle et portez maintenant votre attention au centre de votre poitrine, sur l'espace de votre cœur. Visualisez un flux de lumière verte qui enveloppe et remplit entièrement votre cœur. Votre cœur accueille cette lumière, puis la diffuse dans toutes les parties de votre corps,
en réveillant au passage vos sens un à un. Prenez tout d'abord conscience de votre vue et laissez-la s'immerger dans la lumière de votre cœur. Lorsque vous regardez avec le cœur, vous êtes capable de voir même avec les yeux fermés. Et vous voyez bien au-delà de vos murs, vous dépassez toutes les frontières, vous voyez jusqu'au bout de la terre. Vous avez le pouvoir de distinguer parfaitement tout ce qui est invisible pour les yeux, tel que la beauté en toutes choses et dans tous les êtres vivants, mais aussi l'étincelle d'amour, si petite soit-elle, qui brille dans le cœur de tous ceux qui vous entourent. Les yeux du cœur ne connaissent ni le jugement ni la ségrégation, mais ils sont champions du discernement, de la clairvoyance et de l'intuition. Votre cœur sait aussi écouter, et tous les sons qui lui parviennent sont fluides et mélodieux. Il se remplit de joie en entendant le rire cristallin d'un enfant heureux. Il se gonfle d'émotion en écoutant le récit des expériences résilientes de nos aïeux. Votre cœur écoute, entend, comprend tout si vite qu'il peut donner une réponse claire à une question avant même qu'elle ne soit posée. En passant par le filtre de votre cœur, vos propres mots sonnent justes et ont le pouvoir de réconforter ou même de guérir. Votre parole, impeccable, est source de vérité, car elle provient directement de votre cœur dont vous êtes le simple messager. Portez votre attention maintenant sur votre sens du goût et laissez la lumière de votre cœur le saupoudrer de douceur. Puis, ressentez cette douceur s'écouler dans votre gorge tel un nectar divin qui soulage et apaise votre corps instantanément. Au contact de cette lumière, vos papilles s'éveillent et deviennent même capables de détecter le goût d'un souvenir délicieux en compagnie de personnes bien-aimées sur le chemin de votre vie. C'est aussi votre cœur qui vous pousse à savourer et à remercier tout ce qui vous nourrit chaque jour, l'un après l'autre, jusqu'à la plus petite feuille de salade qui donne sa vie pour construire la vôtre. Prenez le temps de goûter à ce pouvoir qui, par le canal de votre cœur, peut donner à tout ce qui vous nourrit, votre corps et votre esprit, un goût de paradis. Portez votre attention maintenant sur votre sens de l'odorat. Notre cœur nous rappelle avec bienveillance de respirer en conscience le parfum de la vie et aussi celui du moment présent, car le futur n'a pas d'odeur et le passé est souvent malodorant. Tout comme la fleur des champs ou la rose du jardin qui offrent leur parfum en toute authenticité, en toute humilité, nous pouvons nous aussi dégager un parfum non trafiqué. Si vous laissez votre cœur s'exprimer, vous pourrez sans vous forcer dégager toute cette authenticité. Et c'est non seulement votre vie, mais aussi celle des autres que vous parfumerez. Visualisez maintenant la lumière de votre cœur qui enveloppe tout votre corps. Vous accueillez volontiers cette lumière et vous vous sentez immédiatement comme dans un cocon, comme dans une bulle d'amour. Respirez et ressentez les parois de cette bulle se presser contre votre corps. Ressentez sa texture douce comme du velours, comme une caresse sur votre peau qui frissonne de plaisir dans votre bulle de bonheur. Inspirez la douceur de votre bulle, expirez la fraîcheur sur tout votre corps détendu, reposé. Vous vous détendez complètement en vous abandonnant un instant à la sensation incomparable de bien-être que vous expérimentez à l'instant dans votre bulle. Profitez de ce moment
pour rassembler les 5 sens de votre cœur. Voyez, écoutez, goûtez, sentez, ressentez votre cœur qui s'ouvre pour vous laisser entrer afin de vivre une expérience unique. Planté dans son terreau de lumière composé de résilience et d'amour inconditionnel, plantez les premières graines de votre bonheur sensoriel. Sachez que ce pouvoir sensoriel vous est personnel, intime même, comme s'il se trouvait dans un coffre précieux dont vous êtes le seul à avoir la clé. Sachez que cela se passe exclusivement entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Sachez aussi que ce pouvoir est aussi puissant qu'infini et qu'il vous appartient. En conservant précieusement toute cette énergie dans votre cœur, vous allez prendre maintenant une profonde inspiration et en expirant, vous pouvez ouvrir les yeux. Reprenez conscience de la réalité. Respirez calmement, nous allons pouvoir commencer. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Le temps que vous puissiez revenir vers nous. Voilà. De mon côté, quand on vous a envoyé le questionnaire, enfin le lien d'inscription, on vous a demandé en quelques mots qu'est-ce que c'était que le bonheur pour vous et qu'est-ce que c'était la résilience. Donc j'ai reçu des mots en fait que j'ai essayé de classer un peu sur cette première feuille. Donc là c'est plus en lien avec le bonheur. Et là vous le dira certainement dans sa présentation que du coup de notre côté, enfin dans le cadre du BNB, notre bonheur, on est acteur de notre propre bonheur. Et notre bonheur est indissociable de celui des autres et de notre environnement. Du coup, en fait, par rapport à cette phrase-là, j'ai essayé de rassembler les mots en mettant en avant, en fait, il y a une grande masse jaune là que vous voyez avec plein de mots que normalement vous devriez vous reconnaître dedans parce que j'ai vraiment essayé de prendre tous les mots que vous m'avez envoyés. En tout cas, si j'ai oublié des mots, n'hésitez pas à remettre dans le chat pour que je puisse. L'idée, c'est après faire un nuage de mots qu'on va publier sur le groupe Isopolis et le groupe Rhizome. Donc, n'hésitez pas à mettre d'autres mots si vous en avez en tête. Mais on a une grosse masse jaune là qui est en lien avec soi-même. Du coup, on est sur le besoin de se sentir bien avec soi, être en cohérence, en accord avec soi-même. Être en phase avec soi. Enfin, il y a eu beaucoup de liens avec nous-mêmes. Donc, je déduis de ce que vous avez envoyé que le bonheur vient déjà de soi. Donc, on est acteur de notre propre bonheur. Et ensuite, il y a une autre partie en bleu. Ce sont plus des valeurs en lien avec le partage, la famille, l'intégrité, l'amour, l'humanité, enfin, tout ce qui est en lien plutôt avec des autres, l'amitié. Ça, c'est important. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire que le bonheur est indissociable de celui des autres. Donc, c'est important de pouvoir, pour être heureux soi-même, on a besoin d'avoir les autres autour de soi qui sont aussi heureux. Donc, de partager ce bonheur-là et de partager le bonheur avec la nature, enfin son environnement. Ensuite, là, sur les autres parties, on est plus sur le bonheur qui est retrouvé, de l'impermanence du bonheur, le bonheur qui est vécu sur l'instant présent, donc ici et maintenant, le bonheur qui est une quête, donc qui n'est pas quelque chose qu'on peut avoir comme ça en claquant des doigts, mais c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut faire des efforts et c'est une quête pour une partie d'entre vous. Et ensuite, on est plus sur le bonheur au travail, le bonheur dans la santé. Enfin, c'est important d'être en bonne santé pour être heureux, la sécurité. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce nuage de mots, mais il était très intéressant quand j'ai reçu et que j'ai essayé de remettre dans des groupes. J'ai trouvé ça très intéressant et ça remet en lien, enfin, ça met le lien avec l'idée du BNB qui vous sera expliqué un petit peu plus tard. Ensuite, on a la transition entre
le bonheur et la résilience. Donc, c'est quoi le lien? Il y a quelqu'un qui, alors je cite pas les noms, il y a des phrases que j'ai retenues qui a écrit, mais j'essaie de pas citer. Donc, la personne se reconnaîtra. Donc, la résilience, c'est le ressort, et c'est le ressort du bonheur. Une autre personne m'a envoyé ce petit mot de Boris Cyrulnik dans le livre Un merveilleux malheur, qui annonce, qui écrit que à la fin du livre, il écrit que nous changeons notre regard sur le malheur et malgré la souffrance, nous cherchons la merveille. Donc la personne qui m'a envoyé ce petit mot-là se pose la question, est-ce que c'est ça le bonheur? Voilà. Et du coup, sur l'idée de la résilience en quelques mots, j'ai essayé pareil de ranger en les regroupant un peu. Mais en fait, voilà, j'ai mis ça là-haut parce que c'était important pour moi. C'est totalement subjectif, hein, mais c'était important pour moi de mettre en avant que la résilience, il y a quelqu'un qui l'a évoqué, que la résilience est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. C'est de faire un problème une ressource, de transformer le problème en ressource. Voilà, après, on a des masses avec voilà, la résilience, c'est de l'énergie, c'est de la résistance, de la force, c'est du potentiel, la détermination. La résilience, c'est de la connaissance, la conscience, c'est l'adaptabilité, le rebond. Enfin, voilà, vous avez un peu des mots, un peu une idée, mais normalement, vous devriez vous retrouver dedans. Mais pareil, vous pouvez me mettre des mots sur la résilience que je récupérerai pour construire le nuage de mots. Voilà. Et ensuite, alors là, il y a une image qui bug. Non. Normalement, il y avait une image avec un bol. Tant pis, c'est pas grave. Je publierai sur Facebook. Ça a bloqué. Et ensuite, on a Patricia qui nous a fait un petit dessin sur l'amour qui est le terreau de la résilience. Donc, Patricia va intervenir tout à l'heure pendant un petit temps à la fin du webinaire pour nous illustrer en fait son dessin. Et aujourd'hui, du coup, on est le 1er mai. Le 1er mai, on offre du muguet. Et le muguet, dans le langage des fleurs, la signification, c'est le retour du bonheur. Donc, on est pile poil, comme je vous ai dit, dans la bonne thématique aujourd'hui. Donc, l'équipe Isopolis vous souhaite un gaillard 1er mai. Voilà. Après tout ça, je laisse la parole à Jaëla pour qu'elle puisse intervenir sur ce qu'elle a à nous dire par rapport au Covid, la résilience et le bonheur. Et voilà. Donc, je te laisse la main, Jaëla. Du coup, je ne te vois pas, je ne sais pas où tu es. Mais je départage mon écran et je te laisse la main. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le lien avec la crise qu'on vit actuellement, qui peuple notre quotidien, celle du coronavirus. Faire le lien avec la résilience et avec le bonheur. Donc, ça n'a pas été facile à faire, vu que je disais tout à l'heure, j'ai terminé la présentation tout à l'heure à midi, donc j'espère que je serai assez fluide. En tout cas, je ferai de mon mieux. Je remercie Eve pour sa méditation, parce qu'au départ, moi, la méditation, ça ne marche pas beaucoup. Enfin, c'est très compliqué pour moi de me concentrer avec ma tête qui part dans tous les sens. Et en fait, il y avait tellement de jolis mots qui ont résonné en moi que ça m'a fait du bien. Donc, je vais essayer, avec cet élan, de vous présenter le lien que je fais entre la crise, la résilience et le bonheur. Donc, tout d'abord, pour faire un zoom sur la crise, c'est ce qu'on appelle actuellement, la crise est en train d'être caractérisée et il y a des groupes qui travaillent sur le nom de catastrophe sanitaire. Au départ, c'est parti d'une crise sanitaire. Jusqu'à hier, on avait plus de 3 millions de cas confirmés dans le monde, un peu moins de 230 000 décès. Ça a eu des conséquences organisationnelles très importantes, donc des pénuries, des annulations importantes et majeures au niveau du territoire. Ça a eu des conséquences sociales et individuelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une quarantaine a été aussi stricte. Donc ça, j'ai repris en fait des éléments que j'ai trouvés dans la presse qui me paraissaient être intéressants. Sur les effets psychiques, ça c'est une enquête qui a été menée en Chine sur 35 000 personnes où il disait, enfin le résultat de l'enquête disait qu'il y avait 35% des personnes en Chine, je précise, qui ont répondu avoir subi une détresse psychologique. Il y a eu en France cette fois-ci les violences dues au confinement qui ont augmenté de 30%. Pardon.
Et ce qui est le plus marquant, qui va avoir des conséquences désastreuses, c'est la crise économique. Il y a un nom qui est en train d'être donné, c'est le grand confinement. Et c'est aussi une crise inédite de par sa nature. Donc, à l'origine, c'est une crise sanitaire et son ampleur. Donc, il y a plein de répercussions très importantes au niveau de la crise. Et quelque part, c'est notre modèle sociétal qui est à l'origine de cette grande crise et donc nous en subissons les conséquences. Et en parallèle, il y a toujours derrière une crise des conséquences inattendues. Donc là, j'ai pris aussi des éléments que j'ai trouvés dans la presse. Donc évidemment, c'est nos systèmes humains qui sont mis à mal. Au niveau de la nature, ça a l'air d'aller mieux. Du fait que j'imagine que notre confinement à nous, humains, doit libérer, déconfiner la nature du coup. Donc ça se voit, ça se constate. On a des élans de solidarité qui se multiplient. On voit qu'autant les jeunes, même les jeunes, peuvent contribuer en fait dans la crise. Et hier, on était avec la directrice d'un EHPAD à Saint-Denis, qui est quelqu'un d'assez visionnaire. Et en fait, elle a aussi mis des ateliers de masques, de fabrication de masques avec ses seniors de 75 à 107 ans, je crois. Ils s'y sont mis et ça les a vraiment aidés de se sentir utiles et d'être à contribution. Donc, dans tous les âges, l'élan de solidarité se multiplie. Ensuite, on voit que les confinés développent leur talent. Et de ce que j'ai vu, l'État va financer la formation des milliers de personnes qui sont actuellement en chômage partiel. Donc, peut-être l'occasion d'un nouveau départ pour les personnes qui étaient justement en situation de se dire peut-être que je devrais m'orienter vers quelque chose qui fait sens pour moi. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se dessinent aussi par rapport à cette crise du coronavirus. Les 3 mots que j'ai choisi de restituer ici, c'est que cette crise, elle nous met vraiment en conscience l'impermanence des choses et de la vie. En l'espace de très peu de temps, tout notre monde peut s'écrouler ou en tout cas se modifier dans son fonctionnement. Et aussi du fait qu'on est interdépendant, l'interdépendance en fait de nos systèmes et surtout notre interdépendance à la planète, à notre planète mère, j'oserais dire, et le besoin de sens en fait pour savoir, pour comprendre ce qui se passe et aussi pour se donner une orientation dans le modèle de demain, le modèle d'après qu'il nous faut mettre, qui était déjà en construction, parce que cette crise ne fait qu'accélérer une crise climatique, une crise planétaire mondiale. Mais du coup, ça met le focus sur cette importance-là de trouver du sens et de mettre du sens dans ce qu'on fait. Ensuite, je vais vous parler plus précisément des impacts de la crise à 4 échelles sur notre système de fonctionnement. Il y a déjà à l'échelle individuelle, donc on voit que pour certains, c'est la santé qui est affectée. Pour d'autres, il y a des décès et donc au niveau de la famille, la difficulté à devoir gérer l'absence de personnes d'êtres chers. L'insécurité financière que génère la crise, les violences, la dépression due au contexte particulier, l'isolement notamment et des pertes de repères. Donc, il y a vraiment le niveau individuel qui est affecté. Le niveau organisationnel, évidemment, notamment sur le travail à distance, l'adaptation aux contraintes, le risque de fermeture des entreprises, l'éventuelle pression pour essayer de voir comment est-ce qu'on gère ça, comment on gère les clients, comment on gère ses collaborateurs. Donc ça, c'est important, très impacté également. À échelle collective, la distanciation sociale qui fait partie des mesures barrières et qui impacte évidemment toutes les échelles, ça met aussi en léthargie la vie communautaire qui est importante pour le bien-être de tous. Et enfin, à l'échelle territoriale, cette crise doit être gérée, donc il y a des besoins de sécurité au niveau sanitaire, de renforcer le système de santé, d'anticiper, de gérer la crise, de prévenir les vulnérabilités, la précarité, etc. Donc c'est bien une crise systémique. Elle a ça de particulier, cette crise, qu'elle est vraiment systémique, elle attaque toutes les échelles en même temps. Si je me suis essayée à faire un petit schéma pour resituer en fait la résilience dans le temps.
Donc, j'ai mis en ordonnée le bien-être durable, j'ai mis bonheur, bonheur entendu comme un bien-être durable, et en abscisse le temps. Voilà comment je présenterai la résilience. On a un niveau de fonctionnement. Il y a un événement qui arrive. Là, ici, c'est un événement majeur, hein, parce que dans l'échelle de l'intensité des événements traumatisants, le plus traumatisant, c'est normalement les catastrophes naturelles. Donc là, on est sur une catastrophe sanitaire, ce qui est différent, parce qu'une catastrophe naturelle a des impacts énormes, mais elle est quand même circonscrite dans le temps et l'espace, alors que cette catastrophe sanitaire, on ne sait pas combien de temps elle va durer, et elle touche le monde entier. Donc, ça, c'est un événement choc qui arrive, qui met en péril l'intégrité psychique. Donc, Boris Cyrulnik dit que une personne sur 2 dans le monde a déjà été mise en état de détresse psychique, où son intégrité psychique était menacée. Donc, ça, c'est la conséquence du choc qui arrive, donc qui perturbe notre niveau de fonctionnement. Donc, on a un fonctionnement notre bien-être qui diminue par rapport à ce stress et ces contraintes qu'on doit vivre. Et la résilience, en fait, ça va être cet art de rebondir, cette capacité à apprendre. Donc ça sera peut-être dans un second temps, mais déjà à prendre du recul sur ce qui nous arrive et être capable de retrouver un niveau de bien-être durable, pour améliorer son fonctionnement ensuite de manière durable. Donc, la résilience est un processus continu. La vie ne va pas s'arrêter, des événements de la vie, on va en avoir tout le temps. Et holistique parce que ça intervient sur les différents domaines de notre vie en même temps. Ça dépend, la résilience, notre niveau de résilience dépend de notre âge, parce qu'en fonction de notre âge, on n'a pas le même développement cognitif. Les enfants, ils ont leur cerveau et leur fonction cognitive qui sont en train de se mettre en place, donc ils sont plus vulnérables sur certains aspects. Et pareil, on n'a pas le même bagage d'expérience qui va nous permettre de nous adapter aux nouvelles situations suivant l'âge qu'on a. Et notre âge, généralement, va nous amener des défis différents qui sont relatifs au contexte. La résilience se gère à plusieurs échelles, surtout dans ce genre de cas où on a une crise qui est systémique et qui a des impacts à toutes les échelles. De manière générale, de toute manière, il faut travailler à plusieurs échelles, mais là, c'est vraiment devenu une obligation. Et la résilience est reliée à un niveau d'adversité. Donc, on a toujours même si on est inégaux par rapport à la réaction qu'on aura par rapport à un traumatisme ou à une situation éprouvante, on sait qu'il y a des situations qui sont plus brutales, plus violentes, plus difficiles à encaisser, à absorber que d'autres. Voilà au niveau de la résilience en synthèse que je pourrais expliquer à l'échelle d'un individu. Je me suis aussi laissée tenter par une mutation grosse maille de la résilience à l'échelle de notre territoire réunionnais. En partant du principe, de l'origine de la Réunion qui s'est fait, notre peuplement s'est fait dans un contexte brutal et difficile. Donc, on a eu un peuplement traumatique où nos ancêtres qui sont venus ont dû faire avec un contexte de vie très difficile. Donc, le bien-être des Réunionnais à la base ont été fortement affectés par ce contexte, et les Réunionnais ont réussi à développer leur résilience en incarnant ce fameux vivre ensemble qui est exceptionnel déjà à l'échelle du monde, même si on sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on renforce et qu'on cultive et qu'on est en train de perdre. Donc, on a fait déjà preuve de résilience culturelle, de résilience de manière globale à La Réunion. Cependant, là, on a retrouvé un genre de fonctionnement qui était bien meilleur que celui d'avant, mais on sentait déjà qu'on est dans une pente glissante pour 2 raisons. On a une pression externe, en fait, qui est mondiale, qui fait que le modèle sociétal n'est pas adapté chez nous, le modèle occidental n'est pas forcément adapté à notre culture, à notre façon de vivre, à nos besoins, etc. Et aussi, on a une crise interne
qui est, donc certains chercheurs appellent ça la résilience corrompue. C'est le fait qu'on a réussi à retrouver un niveau de fonctionnement à un certain moment, mais ce niveau de fonctionnement détient en lui les germes de la prochaine crise. Et en fait, notre résilience, pour une bonne partie d'entre nous, notre résilience n'a pas été complète. Et donc, il y a le poids du passé et les violences héritées. Vous savez qu'on est l'un des départements qui cumule le plus fort taux de violences intrafamiliales, notamment des violences sexuelles et des violences physiques. Et donc, ça aussi, ça génère en fait une désintégration qui vient de l'intérieur. Dans tous les cas, on était déjà sur le constat qu'à La Réunion, le modèle dans lequel on était à bout de souffle et qu'il fallait rénover, voire transformer en profondeur ce modèle. La crise arrive comme un accélérateur et va forcément, même si on est actuellement préservé du virus en matière de contagion et de propagation du virus, les conséquences, vu qu'on dépend, notre PIB dépend à 80% des fonds publics, c'est sûr qu'on aura une précarité augmentée, notamment relative aux conséquences économiques qu'on va subir, qu'on est en train de subir. Et l'idée, c'est, comme de toute manière, notre modèle était à bout de souffle, c'est l'occasion de créer ici un modèle résilient, inspirant, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et donc, de remobiliser notre vivre ensemble et de mettre en place un projet d'expérimentation qui va nous permettre de travailler sur notre résilience à échelle individuelle, à échelle de nos organisations, de nos communautés et de notre territoire. Donc ça, c'est la proposition que fait Isopolis. Ensuite, pour mieux comprendre la résilience et comment ça fonctionne, le but, c'est déjà d'identifier les facteurs de protection, c'est-à-dire ceux qui vont nous permettre d'activer notre résilience, et identifier aussi les facteurs de risque, et notamment les identifier pour essayer de les gérer et les contrôler au maximum. À échelle individuelle, donc la résilience, c'est la capacité à faire face et à retrouver un niveau de bien-être. Au niveau de la recherche, des ressources internes ont déjà été identifiées, sont celles que je vous affiche. Le bien-être subjectif, les ressources cognitives, la foi, la spiritualité ont déjà été identifiées dans les recherches comme étant des facteurs de résilience. La spiritualité, le sens, on y revient, le sens de la vie, l'optimisme, la capacité à voir les occasions d'apprentissage dans toutes choses, même les plus difficiles l'espoir, le sentiment d'être efficace, le sentiment d'être capable de déterminer de l'orientation qu'on donne à sa vie, avoir une bonne estime de soi, l'humour, important aussi, d'avoir des valeurs positives fortes et des aptitudes sociales. Donc ça, c'est ce qui va interférer déjà dans notre niveau de résilience. Ensuite, on a la résilience à l'échelle des organisations. Ça va être d'avoir un cadre professionnel de qualité, d'être soutenu dans les différentes difficultés qu'on vit, de valoriser les talents. Donc, ça va revenir ici en écho au sentiment d'auto-efficacité. La présence d'opportunités. Donc, c'est peut-être le moment de faire un genre d'état des lieux sur ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie pour mettre du sens dans les orientations qu'on donne à notre profession, ce sur quoi on veut s'investir, et c'est probablement le moment de faire des choix et aux organisations d'amener les collaborateurs à faire des choix en ce sens-là et à prendre en compte le sens et les talents des personnes dans la résilience de la structure. Au niveau communautaire, ce qui interfère et qui permet et source de résilience, c'est d'avoir dans un premier temps un environnement familial de qualité. Ça, c'est très important. Boris Cyrulnik parle de tuteurs de résilience. Donc, c'est des personnes qu'on peut retrouver dans la famille, mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir de la stabilité au niveau de la famille, notamment quand la famille est source de traumatisme. Et donc, c'est d'avoir à l'extérieur de la famille des personnes fortes qui vont nous aider, sur lesquelles on peut se reposer, qui vont croire en nous et qui vont nous aider comme ça à relever la tête et à avancer dans les épreuves. L'importance des ressources sociales et culturelles, de la créativité, de l'implication, de la culture dans notre résilience, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler.
Et enfin, au niveau du territoire, il va falloir développer des politiques publiques qui soutiennent la résilience à ces 3 niveaux-là. J'ai une diapo qui résume un peu ça, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la présenter. Donc déjà, c'était de vous présenter les facteurs de protection qui jouent dans la résilience. Bien sûr, ces 4 niveaux sont interdépendants. Donc, la résilience individuelle dépend de la résilience organisationnelle, qui dépend elle-même de la résilience territoriale. Voilà, tout ça sont des processus interdépendants. Malheureusement, actuellement, on a dans l'interdépendance des choses, donc je mettrai la résilience territoriale au niveau des décideurs, la résilience organisationnelle au niveau des organisations qui ont en charge différents publics cibles et les personnes elles-mêmes. Et pour l'instant, on a surtout un processus, une gouvernance qui fonctionne en top-down, c'est-à-dire de la décision est prise au niveau de la stratégie et le processus de rétroaction, de feedback n'est pas assez présent. Et en période de crise, ces feedbacks sont très, très importants pour pouvoir se réajuster à vue, parce qu'il y a tout qui change. Et donc, c'est très, très important actuellement, dans notre résilience globale, de restaurer ce processus ascendant qui va nous permettre de tenir compte, en fait, des besoins et de comment les gens, comment les Réunionnais perçoivent leurs conditions actuelles, les mesures qui sont prises, mais aussi leurs aspirations à un bien-être durable, comment ça se présente à partir de comment ils l'expriment. Donc ça, c'est très important de restituer cette fonction de feedback pour permettre d'orienter la décision publique. Au niveau d'Isopolis, l'idée, c'est bien sûr d'accompagner la transformation du modèle sociétal réunionnais vers un modèle résilient qui nous ressemble et qui nous rassemble, en travaillant sur le bien-être durable des Réunionnais, mais en restaurant particulièrement cette fonction ascendante, cette fonction qui part du terrain, qui part des gens et qui remonte vers la décision publique. Et pour ça, on a mis 4 grandes phases. L'important pour nous, c'est vraiment de partir de là où on en est, c'est-à-dire de la crise, en proposant, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je passerai la parole à Jean-François et Pierre qui vont l'aborder, mais ce qu'on veut faire là, c'est de lancer une enquête qui permettra d'appréhender, de mesurer comment la population appréhende le virus, quelles sont les pratiques, est-ce qu'il y a des rumeurs, de manière à pouvoir réajuster soit des communications, soit les consignes, etc., pour faire en sorte qu'on puisse vraiment être en mesure de contenir ce virus. Ensuite, l'acceptabilité sociale des mesures qui sont prises. On voit que là, le plan de déconfinement qu'a annoncé le gouvernement a généré beaucoup de controverses. En plus, il y aura une adaptation locale, c'est-à-dire que les décideurs à échelle des collectivités vont devoir adapter en fait ces mesures globales. Et donc, c'est important pour pouvoir orienter la décision publique d'être capable de comprendre comment ces mesures sont acceptées au niveau de la population. Donc, c'est une première enquête sur laquelle on est en train de travailler. On aura besoin de vous pour nous aider pour faire ça. Mais en même temps, il est important pour nous de pouvoir lancer un manifeste, on aura aussi besoin de vous, qui permet d'acter le fait qu'on ne peut plus revenir en arrière et qu'il est important et primordial qu'on puisse s'engager dans une transformation durable de notre modèle sociétal réunionnais où on pourra travailler en profondeur notre bien-être durable, donc notre niveau de bonheur. C'est pour ça qu'au-delà de l'enquête à court terme, qui nous permettra d'orienter la décision publique à court terme, c'est important d'initier une autre enquête qui va permettre d'identifier là où il faut qu'on travaille pour développer le bien-être des Réunionnais à moyen long terme. Ça va nous permettre, donc c'est l'indice du BNB adapté à la Réunion, qui va nous permettre ensuite de focaliser en fait sur les thématiques, sur les domaines qui sont les plus importants à renforcer pour aider les Réunionnais, pour soutenir la résilience des Réunionnais et donc de les amener sur un bien-être durable. On va lancer, donc ça c'est vraiment le cœur du projet Isopolis, à partir de septembre 2020, des expérimentations qui permettront de mieux comprendre comment fonctionne la résilience à toutes les échelles et comment est-ce qu'on les renforce. Le but étant, en 2022, d'essaimer tout ça à l'échelle de la Réunion. J'ai fini, il me reste peut-être plus qu'une minute.
Je vais donc finir avant de laisser la parole à Pierre et Jean-François pour vous dire que le 15 mai, on va lancer ce manifeste qu'on est en train de finaliser, qui nous permettra de montrer qu'on a envie de transformer notre modèle sociétal vers plus de bien-être et de bonheur. Et on aura besoin de vous dans toutes les actions qu'Isopolis se propose de mener. Je vous remercie de votre écoute et j'en ai fini. Donc, je désactive mon écran et je pense qu'il y aura des questions. Je vois qu'il y a des questions, donc je découvre maintenant parce que j'ai retrouvé du coup la fenêtre. Mais je pense que dans l'organisation, toutes les questions vont être traitées à la fin de la présentation de mes coéquipiers. Pierre et Jean-François, je vous laisse la parole. Alors, dans ce séminaire où on était une vingtaine de personnes, très différents, venus d'horizons très variés, on a beaucoup travaillé pour effectivement adapter le questionnaire du Bhoutan par rapport à la situation réunionnaise. Et on a construit un matériau extrêmement riche, énormément de questions, plus de 300. Et ensuite, un petit groupe de travail s'est saisi de ce matériau très riche et puis le rendre très opérationnel. Donc on a construit un outil sur Excel, très simple d'utilisation, qui sera administré par des enquêteurs qu'il va falloir préalablement former. Et ces enquêteurs vont effectivement administrer ce questionnaire auprès de 1000 Réunionnais. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une photo collective. C'est bien une enquête globale sur un territoire, et donc celui de la Réunion. Et puis surtout, les questions sont très différentes et adaptées à la situation réunionnaise. On veut vraiment que ce soit le bonheur des gens et que ce soit un questionnaire qui reflète le ressenti des gens. Elle va nous servir à quoi? Elle va servir à plusieurs choses. Idéalement, elle va servir à orienter les politiques publiques dans les domaines où la situation est la moins satisfaisante. Mais elle va aussi nous permettre effectivement de mesurer si les expérimentations sociétales ont un effet. On espère qu'effectivement ce modèle va faire une prise de conscience à la fois du côté des décideurs. Ils vont se rendre compte que travailler en silo, chacun dans son secteur, n'a pas d'effet et pas aujourd'hui quelque chose que les gens attendent. Et puis aussi une prise de conscience du côté des citoyens. Je suis aussi acteur de mon bonheur, que finalement le bonheur, ça dépend aussi du bonheur des autres et que mon bonheur va être lié au bonheur des gens qui sont à côté de moi. Et que ce côté global du bonheur va aussi représenter une prise de conscience du côté du citoyen qui n'attendra pas tout du politique, mais qui devra aussi considérer qu'il doit se prendre en main pour la construction de son bonheur. Donc le questionnaire, il est fait effectivement de façon très simple, avec des menus déroulants, et donc les enquêteurs auront simplement à choisir parmi les questions, enfin les réponses qui sont autorisées. Donc là, comment on s'est senti, par exemple, au cours des 6 derniers mois sur le plan physique, bien, psychologique, assez bien, et on va marquer les points en fonction de ce qu'on... Et on va avoir effectivement des indices de bonheur qui seront liés aux réponses qu'on aura faites. Voilà. Et à la fin de chacun des domaines, les personnes vont aller indiquer le poids qu'elles accordent à chacun des sous-domaines. Donc c'est donc elles qui vont définir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la perception de son état de santé? Donc là, la personne va considérer que c'est important, elle va mettre 8. L'hygiène de vie, un peu moins, elle va mettre 6. C'est elle qui va mettre ça et ça va effectivement construire les pondérations et du coup indiquer, effectivement, calculer l'indice pondéré de bonheur de ce domaine, en l'occurrence santé. Et dans un onglet récapitulatif, où du coup on va retrouver tous les indices de bonheur des 9 domaines, il restera à la personne interrogée de saisir le poids qu'elle accorde, qu'elle considère pour chacun de ces domaines dans la construction de son propre bonheur. Donc de la même manière, le bien-être psychologique, on va considérer que c'est important, et donc on va se retrouver avec les pondérations que la personne aura indiqué avec les notes qu'elle aura données, avec un indice pondéré qui sera l'indice pondéré qui correspond. C'est plutôt effectivement de regarder les 9 domaines. Donc c'est vraiment un modèle qui se veut très holistique et on va avoir donc effectivement 9 domaines, donc des secteurs et les paramètres qui vont finalement construire le bonheur des gens. Et donc là on a repris en l'adaptant le modèle du Bhoutan, on les voit ça apparaître. Donc bien-être psychologique, santé, utilisation du temps, éducation et apprentissage, diversité culturelle,
bonne gouvernance, vitalité de la communauté, écologie, et puis niveau de vie. Alors si aujourd'hui c'est surtout les aspects économiques, alors c'était vraiment les aspects économiques qui traditionnellement sont mesurés, aujourd'hui on va certainement focaliser beaucoup sur la santé. On continue de penser qu'il est intéressant de s'intéresser à l'ensemble des paramètres qui construisent notre bonheur et pas simplement de regarder le niveau de vie et même en rajoutant à la santé. Alors si on prend encore 1 minute ou 2 pour regarder le slide suivant, effectivement on verra qu'il y a donc des sous-domaines, ça a été dit dans la petite vidéo, dans chacun des domaines où on va poser un certain nombre de questions. Par exemple, là, on aura des questions sur l'occurrence des émotions positives, combien de fois dans les 15 derniers jours, dans les 3 derniers mois, on a perçu des émotions positives ou négatives comme la peur, etc. Pour la santé, il y aura effectivement à la fois l'hygiène de vie, mais aussi l'accès aux soins, est-ce que j'accède aux soins, l'utilisation de son temps, qui est quelque chose à laquelle on ne pense pas très souvent, mais qui effectivement est très très importante pour le bonheur. Les gens ont un rapport à l'utilisation de leur temps qui va être très différent et vont être souvent assez malheureux. Le burn-out vient aussi évidemment du fait qu'on est très débordé. Les aspects éducation sont évidemment importants. La culture est tout à fait fondamentale. La bonne gouvernance, c'est comment j'ai l'impression effectivement d'être gouverné. Est-ce que je me retrouve dans les instances démocratiques, dans la participation citoyenne? Est-ce que j'ai, c'est un autre sujet, un accès correct aux services publics? Et puis, très important, et sûrement un des facteurs importants et peut-être qui permet à la société de réunionnaise de mieux résister que certaines autres sociétés, les relations sociales. Même si le sentiment de sécurité, Jaëla le disait, il y a une occurrence particulière des violences intrafamiliales, il y a aussi beaucoup de solidarité, beaucoup de vivre ensemble, une cellule familiale ou amicale qui tient encore le choc malgré les différentes crises. Évidemment, l'importance et la richesse des relations sociales intervient dans le bonheur. L'écologie, alors c'est à la fois que je suis impacté aujourd'hui par des problèmes de pollution. On pourrait considérer qu'on est un peu protégé pour l'instant à La Réunion sur pas mal de problèmes environnementaux, mais il y a aussi toute l'inquiétude qu'on peut avoir sur la crise environnementale mondiale et donc sur voilà, l'inquiétude de notre devenir par rapport aux problèmes écologiques. Et puis, même si ce n'est qu'un des 9 domaines, évidemment, le niveau de vie, les ressources du ménage, est-ce qu'elles permettent d'accéder aux besoins essentiels, est-ce qu'elles permettent d'accéder à des besoins superflus, en tout cas de plaisir, est-ce qu'effectivement, il y a des actifs, des biens que l'on va pouvoir transmettre à ses enfants, et puis on a fait un focus particulier parce que c'est évidemment assez important, voire plus, la qualité du logement. Donc voilà, 9 domaines, des questions à l'intérieur de chacun de ces sous-domaines. Comme ça a été dit, mais c'est aussi vraiment une originalité de notre modèle, c'est une pondération, c'est-à-dire un poids de chacun des sous-domaines qui n'est pas conçu par les experts, mais qui est apporté par les répondants eux-mêmes, qui vont vraiment construire du coup leur niveau de bonheur en fonction des réponses les réponses qu'ils font et du poids qu'ils accordent à ces différentes parties. Alors, j'ai passé la parole à Jean-François parce qu'on a rajouté donc à ce modèle initial qui vient du Bhoutan et qu'on avait adapté un 10e pilier, si je peux dire, un 10e domaine qui est le domaine de la résilience sur lequel il nous reste encore un peu de travail et qui va être vraiment en parallèle avec l'autre enquête de Covid dont on parlera dans un instant. Voilà. Alors, je reprends tout de suite, je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Pierre. Ce dixième élément, eh ben, c'est celui de la résilience, celui dont Jaëla, dont tout le monde vous parle depuis tout à l'heure, et comment on peut le relier avec ces éléments du bonheur. Eh ben, c'est tout simplement en reprenant les 9 domaines comme étant, les 9 domaines comme étant pertinents sur chacun des sous-thèmes que l'on va traiter. Alors, en bien-être psychologique, c'est par exemple la notion des repères personnels. En santé, ben, c'est bien la santé personnelle, mais aussi la santé des proches. L'utilisation du temps, c'est le regard qu'on va porter sur notre capacité à réorganiser notre temps lié au confinement. L'éducation, apprentissage, eh bien, ma foi, c'est beaucoup
l'éducation des enfants, hein, qui est un sujet d'inquiétude quand même assez fort en ce moment. Sur la culture, eh bien, c'est notre identité culturelle qui risque d'être affectée par cette crise, par ce contexte particulier. En termes de bonne gouvernance, c'est aussi l'inquiétude qui a pu être exprimée à travers les sondages sur la confiance accordée à nos dirigeants et à prendre des décisions en ce qui concerne notre santé et notre bien-être économique. Quid du reste du bien-être, ma foi, ben voilà. Et puis, en termes de relations sociales, c'est autant la question des tensions, des violences qui se sont exacerbées ou qui se sont mises au jour avec cette crise. Le contexte écologique, c'est aussi lié au réchauffement climatique. Et puis, le niveau de vie, ce dernier domaine dans lequel les inquiétudes ou les rebonds se font par rapport à la notion de l'emploi et du chômage. Alors, je vais redépartager l'écran parce que j'ai besoin de vous ramener dans un autre endroit maintenant où je vais vous présenter un petit peu comment concrètement, avec l'outil que Pierre vous a déjà présenté, comment concrètement ça se passe. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, tout le monde a l'écran, oui, tout le monde a l'écran du questionnaire que vous avez déjà vu sur la vidéo. Donc, ce sont sur l'ensemble un certain nombre de questions. Là, on voit bien les questions et avec les réponses qui vous sont données, l'établissement donc des réponses prises en compte et les points qui leur sont affectés, les domaines dans lesquels voilà, je prends l'écologie par exemple, les domaines dans lesquels on a besoin d'interroger les personnes. Et puis, comme Pierre a dit tout à l'heure, le récapitulatif qui permet de donner l'indice pondéré du bonheur. Alors, ce qui est intéressant dans ce questionnaire, et en fait, on fait acte aussi, nous, de résilience par rapport à ça, c'est que le confinement nous empêche d'administrer ce questionnaire en présentiel, mais par l'intermédiaire, vous voyez, par l'intermédiaire d'applis de visioconférence comme Zoom ou d'autres d'ailleurs, on peut interroger les personnes en face à face distanciel. Hein, et donc, les interroger et finalement progresser avec eux pour qu'à la fin, on puisse leur apporter finalement une information, le niveau de l'indice de bonheur pour lequel ils ont apporté leur réponse. Alors ça, on va dire, c'est le premier point, le point important qu'on voulait mettre en place sur ce questionnaire, d'avoir cette interaction qui allait jusqu'au bout de la communication de l'indice du bonheur. Et puis, le deuxième point qui était tout aussi important, voilà, c'était de pouvoir, voilà, alors je vous envoie les données, voilà, je repartage l'écran, de pouvoir passer en fait de l'étape de questionnaire à une autre étape qui est une étape d'étude. L'étude pour que on puisse aller au-delà de la simple interaction avec la personne que l'on interroge, mais pour pouvoir aussi fabriquer un corpus d'informations à partir des renseignements qui ont été fournis par les personnes pour que ça devienne un objet d'étude par les chercheurs. Alors là, dans la configuration, vous voyez, dans la configuration, là, on est vraiment en pré-test, il y a des réponses qui sont données. Chaque ligne que vous voyez, il y en a 5. Chaque ligne que vous voyez correspond à une réponse et chaque colonne correspond à chacune des questions qui sont posées dans le questionnaire. Alors, l'intérêt de ça, c'est que, voilà, je vais le faire apparaître, voilà, on peut par exemple utiliser immédiatement une interprétation des données, l'analyse des données,
qui peut se faire. Donc, on est en train de mettre en place, vous voyez, bon, par exemple, là, dans notre configuration, la répartition des répondants selon le genre, vous voyez, masculin, féminin, 2 personnes, voilà, correspondant à 20% de l'ensemble des répondants répartis sur Saint-Paul. On a une cartographie presque interactive qui va pouvoir répondre, mettre en évidence plusieurs choses. D'abord, quelque chose sur la représentativité spatiale des répondants. Est-ce que les répondants correspondent réellement à la représentativité des personnes qui vivent sur le territoire de la Réunion? Car ça, c'est quelque chose qui est important dans le cadre de notre étude. L'autre chose, c'est est-ce que on peut combiner par différentes variables, et notamment sur les profils, vérifier si, par exemple, le niveau de bonheur d'un domaine ou de l'ensemble est le même selon qu'on habite dans les hauts, dans les bas, selon les tranches d'âge, selon un certain nombre de critères qu'il nous appartient de définir. Donc ça, si vous voulez, voilà, c'est un petit peu le système qui est proposé, qui est sur le feu en ce moment. Alors, on veut lier aussi, Jaëla vous l'a dit, avec cette enquête du Covid, parce que très sincèrement, ces deux regards se lient, se croisent, s'intercroisent, s'interpénètrent, et surtout permettent aussi à pouvoir répondre à ce que cette secousse, comme ce tremblement de terre qui nous anime en ce moment, fait que finalement, on n'a pas que simplement une dichotomie entre la santé et l'économie qui anime notre niveau de bien-être. Il y a aussi tous les autres domaines dont nous avons parlé avec Pierre, et c'est un petit peu l'enjeu de ces deux études qui permet de nous adresser aussi à nos décideurs et de faire un retour. Jaëla, tout à l'heure, vous parlez d'un top-down au niveau des décisions, et nous, c'est de pouvoir leur dire, c'est aussi un top-up, voilà, qui vient depuis les personnes. Eh bien, ma foi, il va falloir qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Voilà, on a parlé tout à l'heure d'une sollicitation de votre part, bottom-up, me fait remarquer Jaëla. On a parlé tout à l'heure d'une sollicitation qu'on souhaitait vous faire pour pouvoir nous aider, pour pouvoir contribuer à l'administration de ces questionnaires. Et je vais repasser la parole à Jessie pour qu'elle puisse un petit peu vous expliquer comment on avait vu ce chemin-là. Merci pour tout. J'aurais insisté avant de passer la parole à Jessie, et peut-être pour motiver les gens, sur un témoignage qui est qu'effectivement, l'objet, ça a été dit et très bien redit, c'est un objet d'étude et qui pourra vraiment, on l'espère, avec ce corpus constitué par toutes ces questions très variées, un corpus d'études qui pourra vraiment orienter les choses. Mais le petit moteur pour que les gens acceptent effectivement assez facilement de répondre, et moi j'ai fait plusieurs fois des tests avec des gens autour de moi, c'est qu'effectivement on leur donne tout de suite, Jean-François l'a dit, je me permets d'insister parce que si on cherche effectivement des volontaires, franchement c'est un test qui est facile à administrer parce que les gens ont envie de répondre aux questions, parce que leur niveau de bonheur ça les intéresse. Enfin, c'est ça que je voulais dire, donc c'est un test qui est finalement facile à administrer parce que les répondants sont très volontaires pour le faire. Et à la fin, on leur dit, voilà, votre niveau de bonheur dans tel et tel domaine, c'est ça. Et on peut même leur remettre le fichier individuel rempli. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder la ligne de façon complètement anonyme, de l'agréger aux 1000 autres qu'on va essayer de constituer pour faire l'étude. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. C'est ça que je voulais insister avant de passer la parole à Jessie. Merci Pierre. Ouais, je reprends la main sur... Alors, du coup, je ne peux pas démarrer ma vidéo. Donc, si Maxime, entre-temps, tu peux redéclencher ma vidéo, c'est chouette. Sinon, je vous explique. Voilà, super. Merci Maxime. Voilà, donc en fait, comme vous l'a dit Pierre, nous, dans l'équipe, on a testé, pour vous donner envie, on a testé le questionnaire.
on a vécu l'expérience. Franchement, c'est une expérience très chouette. On a réussi à avoir du coup notre niveau de bonheur de manière globale. C'est intéressant de voir ça, mais c'est aussi intéressant parce que du coup, comme vous l'avez expliqué, comme Tara l'a expliqué, il y a 9 domaines identifiés dans le bonheur, en tout cas dans l'idée du BNB, de l'enquête. Et du coup, on a la possibilité d'observer notre niveau de bonheur en fonction des thématiques, enfin des domaines, et on peut observer avec les questions au niveau de la culture, l'accès à la culture par exemple, et ben je peux peut-être être plus malheureuse que d'autres. Donc du coup, ça donne un moyen de réfléchir sur notre pardon, désolée, il y a des chiens à côté. Ça donne la possibilité d'avoir une vision sur les différents domaines que propose l'enquête du BNB. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre pour vivre l'expérience et partager avec nous si vous souhaitez votre niveau de bonheur en fonction des domaines ou de manière globale. Alors du coup, pour participer à cette expérience, donc du coup, il y a 2 phases. Il y a une première phase qui est le pré-test, donc là où vous avez la phase 1 et la phase 2. Et ensuite la phase 3 où on va aller plus du côté de la population, mais pour l'instant, on se concentre sur les 2 premières phases. Et du coup, ceux qui souhaitent participer à cette enquête, vous pouvez nous laisser votre nom, prénom et coordonnées par chat. On va récupérer ces informations. On aurait besoin de 20 personnes et l'équipe Isopolis viendra vers vous. On prendra rendez-vous pour pouvoir échanger. Et du coup, on vous administrera nous-mêmes l'enquête du BNB. Ça va prendre, en général, ça prend à peu près 40 minutes. Et vous vous engagez aussi à répondre au questionnaire du Covid qui dure environ une quinzaine de minutes, mais ça, vous le ferez de vous-même parce qu'on va vous envoyer un lien. Donc, vous vous engagez sur ces deux parties-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on a besoin de vous aussi pour relayer et faire découvrir l'expérience à vos proches, on aurait besoin que après avoir eu vos résultats, vous prenez connaissance de ce questionnaire, etc. Et vous allez passer le questionnaire à 4 personnes autour de vous. Donc, vous allez prendre un rendez-vous avec la personne, vous allez avoir l'entretien avec elle et vous allez devoir, du coup, vous-même administrer le questionnaire. Voilà. Et envoyer aussi le lien aux personnes pour qu'elles répondent aussi à l'enquête Covid. Donc, les deux vont ensemble. C'est très important de s'engager sur les deux. Du coup, si vous souhaitez découvrir votre propre indice de bonheur et répondre au questionnaire Covid, vous laissez, comme je vous ai dit, votre nom, votre prénom. Les résultats vont devoir être envoyés avant le 15 mai, donc pour cette première étape. Et la deuxième étape, entre le 15 mai et le 30 mai, vous avez la possibilité d'aller à la rencontre de 4 personnes pour administrer le questionnaire, les 2 questionnaires, et nous faire un retour avant le 30 mai. Voilà. Et ensuite, il y a la troisième étape. Si ça vous a plu, cette partie-là, vous allez pouvoir être bénévole, si vous le souhaitez, vous former et aller vers la population pour contribuer au résultat territorial, donc sur l'échantillonnage des 1000 personnes. Voilà, donc on espère avoir pas mal de personnes qui vont nous laisser les contacts coordonnés. Et puis, si ce n'est pas tout de suite maintenant, vous pouvez nous laisser un message sur Facebook, sur la page Facebook, sur le message privé de Isopolis, de la page Isopolis. Et vous pouvez faire passer l'info pour qu'on ait au moins 20 participations, 20 personnes, pour que ces 20 personnes aillent semer vers 4 autres personnes pour cette partie. Peut-être une précision si mon micro n'est pas coupé. Je ne crois pas que ça ait été dit. C'est une enquête qui peut être administrée avec des personnes d'au moins 15 ans, de plus de 15 ans. Hein. Il n'est pas fait pour des enfants. Du coup, effectivement, 1000 personnes, je réponds tout de suite, c'est un échantillon qui serait relativement représentatif parce que ça serait quand même un pourcentage non négligeable de la population des plus de 15 ans de la Réunion. Voilà. Et puis peut-être insister sur le fait que ceux qui s'engagent vont avoir donc l'administration du questionnaire par l'équipe un peu de spécialistes que nous sommes et que ça vaudra un peu formation. Donc peut-être que là, on prendra un tout petit peu plus de 30-35 minutes pour les premiers
ceux qu'on va administrer pour les bénévoles pour qu'ils soient vraiment à même ensuite d'administrer eux-mêmes les 4 questionnaires qu'on leur demande d'administrer. Ok, super, merci pour ces précisions, Pierre. Et du coup, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Du coup, on est bon pour l'appel à faire, donc on espère que ça vous a donné envie de découvrir. Et ce qu'on vous propose, avant de... Alors, ma slide ne tourne pas, ne passe pas à l'autre slide. En attendant, je pense que là, c'est le moment de l'intervention, des interventions. On a Patricia qui souhaite intervenir sur la résilience. Donc, Patricia, le temps que ça fonctionne, ma slide, je te laisse voir si tu as ton micro et ta caméra de déclencher. Et je te passe la main pour pouvoir intervenir 5 minutes sur ce que tu souhaites faire. Et ensuite, ça sera au tour de Joseph pour intervenir sur le sujet que tu souhaites, Joseph. En fait, comme on a beaucoup de questions, Joseph, ce qu'on va faire, c'est que tu choisis une de tes 2 interventions, parce que tu avais 2 sujets apparemment. Tu choisis un des 2 sujets pour pouvoir évoquer tout ça avec nous. Et ensuite, on passera aux questions. Patricia, tu es avec nous ? Oui, c'est bon. Ok, ça marche. J'essaie de mettre ta slide, mais j'ai mon ordi qui bloque. Je te laisse commencer. J'arrive tout de suite sur ta slide pour que tu aies ton illustration. D'accord, ok. Alors, du coup, moi, j'ai accepté en fait de faire le petit exercice proposé par Ajaïla et son équipe sur la résilience. Ce qui m'a permis en fait de prendre du recul aussi là-dessus, sur mon parcours de résilience et du coup d'identifier des stratégies dont j'en avais pas forcément connaissance. Je pensais pas que c'était des stratégies en fait au final, mais du coup ça m'a permis d'identifier ça. Alors, avant d'aller plus loin sur la petite illustration, puis du coup, avec la prise de recul et le parcours de résilience en fait tout au long de la vie, ça m'a amené à dessiner ce petit dessin. Et du coup, comment moi m'y voilier en fait, ça se traduit comme ça. Il a sème mon grain la vie, dans terreau l'amour. Mais il a pas dit à moi. Comment emparer gros grain la pluie, cap noie et mon envie respirer. Il a pas dit à moi comment emparer rafale le vent fait tant gaz à moi, par tous côtés, cap déracine mon lame. Parce qu'il te connaît, terreau l'amour, nous redonne à moi la force, à l'érode soleil. Comme ce terreau l'amour, comme si terreau l'amour, c'est mon rempart. Donc c'est comme ça en fait que m'y vive cette résilience-là. Et du coup, le fait de partager, alors, il y a 2 petites choses dont j'aimerais partager, c'est que avec l'équipe avec laquelle il est plus intime, en fait, nous la partage effectivement des choses de la vie un peu plus intime que m'a pas souhaité mettre sur Facebook parce que m'y pense que c'est pas le lieu entre guillemets d'exposer cette intimité-là. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était de partager ce témoignage de résilience. Et du coup, c'est comme ce témoignage-là, en fait, c'est l'espérance. Et moi, dans mon manière de voir cette résilience-là, l'espérance, il fait partie de toute cette construction autour de la résilience, en fait. Donc, moi, j'appelle ça, la résilience, il pète en fleurs à partir du terreau, de l'amour. Et l'amour, pour moi, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et du coup, l'action, l'arrosoir, en fait, l'arrosoir que m'y voit, soit c'est quelqu'un, en fait, qui vient aide à où. Moi, pour moi, dans mon cas, c'est toujours mon mari, en fait. Et du coup, lui aussi, ils ont un parcours particulier. Du coup, moi, ce que m'y voit au niveau de son action-là, m'y définit à nous, notre relation. Comme des fois, c'est moi son l'orchidée et c'est lui mon tuteur. Et des fois, c'est lui mon orchidée, c'est moi son tuteur. Et c'est vraiment ça, c'est que à chaque fois, il ramène l'autre en l'air, en fait. Et les actions, pour moi, elle est importante parce que c'est ça qui fait que va nourrir le terreau.
et nourrit aussi l'amour de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, tout ça. Pour moi, s'il n'y a pas d'action derrière, du coup, le terreau, il y a un sec quelque part. Et l'action aussi, ça te met derrière l'action, des fois c'est la fuite pour protéger à eau. Des fois c'est quand on est beaucoup plus petit, peut-être c'est une fuite, mais peut-être pas physique, mais une fuite de l'esprit. Donc faire un autre monde. Après, pour moi, ça a été de créer. À chaque fois, on avait un souci, en fait, m'était évade à moi dans tout ce qui était création et ça t'aide à moi, t'aide à moi justement à espérance. Et le plus gros pilier, en fait, de la résilience, pour moi, ça a été le pardon. Le pardon, c'était comme si, écoutez, on lève un poids sous le cœur et du coup, il libère à où vraiment. Et ne dirait pas que c'est. Enfin, pour moi, le bonheur, mais il traduirait pas ça comme bonheur, en fait, mais il traduirait aller plutôt comme une espèce de paix, une tranquillité, où à partir du moment où ça vous pardonne, en fait, on dirait le cœur, il ouvre et puis la paix, en fait, il installe dedans. C'est comme ça que m'y voilà. Et au niveau de l'espérance, du coup, l'espérance pour moi, c'est vraiment, il prend vraiment la forme d'un soleil, c'est les projets, c'est la foi. Moi, j'ai bien écouté ton poème. Il était très beau. Je pense que c'est pas simple de tout comprendre de ce que tu as dit, parce que pour bien comprendre le tout, il faut prendre le temps de bien écouter, parce que la langue créole n'est pas si évident que ça à comprendre. Donc, si on veut bien, partage à nous en privé ou quoi, le texte que vous l'avez écrit, nous serait ravis. Ou sinon, de refaire à nous une petite vidéo avec le petit texte, avec le petit poème. Il ferait à nous vraiment plaisir. Et si vous voulez que nous partage pour tout le monde sur Facebook, ça sera avec grand plaisir, Patricia. Et désolé, en fait, comme la saturée n'a plus compris à où. Comme le temps il tourne, il passe la parole à Joseph. Ok, pas de souci. Voilà. Merci. Mais merci beaucoup, Patricia. Super. Merci. Merci. Joseph, du coup, je te laisse la parole pour un des sujets pendant 5 minutes et après, on passe aux questions. Je te laisse la parole, Joseph. Vas-y. C'est bon, merci. Oui, effectivement, je voulais aborder deux sujets, celui de la sécurité alimentaire et celui d'un modèle, on va dire, d'expérimenter un petit peu la résilience. Je vais parler du deuxième sujet pour l'instant et puis on parlera de la sécurité alimentaire une prochaine fois avec plaisir. Merci Jaïla pour ces beaux schémas qui étaient vraiment super clairs par rapport aux différents niveaux auxquels la résilience peut et doit se construire. Et on va dire que je vais parler entre l'échelle individuelle et l'échelle de l'organisation, on va dire au niveau de notre foyer. Je suis en train de transformer la maison qu'on avait achetée avec la maman de mon petit garçon avec qui on s'est séparés en un lieu ouvert, un tiers-lieu. Et une des raisons d'être de ce lieu-là, c'est justement la résilience. Alors, il y a plein d'aspects. Il y a, comme Patricia vient de nous le partager, merci beaucoup, j'étais très touchée par ce poème et puis cette expérience. Il y a l'échelle individuelle. Boris Cyrulnik, j'allais nous le rappeler tout à l'heure, a parlé de l'importance des tuteurs de résilience, de cette main tendue en fait, pour nous aider, pour s'entraider en fait, à tenir le cap, à passer outre les traumas et les expériences un petit peu difficiles. Et un des facteurs aussi de résilience, me semble-t-il, par rapport à ce qui nous attend, c'est de trouver une toute autre façon et de travailler ensemble et de consommer aussi, une consommation beaucoup plus collaborative. On est dans un monde dans lequel on a été beaucoup dans quelque chose d'individualiste, chacun avec son outil qu'il va utiliser peut-être 2-3 fois dans sa vie, mais voilà. Et il y a vraiment des modèles très intéressants à exploiter en termes d'habitat participatif, en termes d'intelligence collective et aussi en termes de gouvernance, comme ce que expérimente Isopolis avec les outils sociocratiques et des choses comme ça. Actuellement, donc, il y a plein de projets de nouvelles façons de vivre qui s'expérimentent, éco-villages, voilà, des lieux et des projets comme la raffinerie, des choses comme ça, qui sont finalement des facteurs de résilience
alors locaux, mais qui, à mon sens, peuvent inspirer pour l'échelle territoriale, parce que si ces petits noyaux, si ces petits foyers de résilience sont efficaces, si ça fonctionne, si c'est inspirant, les personnes qui vont voir ça fonctionner vont être inspirées pour peut-être expérimenter ça aussi chez elles, à leur niveau, donc à l'échelle familiale. Et donc ça, c'est un des aspects, un des objectifs pédagogiques, c'est aussi de pouvoir transmettre, et ça rejoint l'ADN d'Isopolis, puisque l'objectif en 2022, c'est essaimer. Donc, parmi ces facteurs de résilience, il y a évidemment, et quelque chose qui d'ailleurs est très vivant ici à La Réunion, en tout cas dans le Sud Sauvage où j'habite depuis 2012, c'est la capacité à produire, et ça rejoint un petit peu la préoccupation de sécurité alimentaire dont je parlais pour le groupe de travail, de produire sur place de quoi manger et aussi de quoi échanger avec les voisins, la famille, le cercle élargi. Tout ce qui est récupération d'eau de pluie, même si c'est au-delà de nos besoins, la citerne de récupération que je fais poser fait 11 000 litres d'eau. Je n'ai pas besoin de ça pour moi ni pour ma famille. L'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose qui puisse aider même à l'échelle du quartier. Et en termes d'énergie, on peut imaginer des petites centrales locales dans le quartier, dans la rue, à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'autres choses, que je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais un des points de résilience aussi, me semble-t-il, est cette capitalisation des savoirs et des savoir-faire, des connaissances, des compétences, en organisant régulièrement des ateliers pour faire des choses, et puis pour partager ces compétences, ces savoir-faire, pour s'apprendre les uns les autres et apprendre finalement de façon assez autonome là-dedans. Il faut savoir que ce qu'on a l'habitude de recevoir, c'est cet apprentissage très vertical, comme on a reçu à l'école, par exemple, c'est 5% des apprentissages. En réalité, ce qu'on apprend, c'est 85%, c'est par les pairs. Donc, développer vraiment, et c'est aussi une des raisons d'être d'Isolage, puisque c'est une interface connaissance-société, comment permettre à chaque individu d'accéder à la connaissance et au savoir, ça, c'est vraiment un facteur de résilience, parce que en transmettant ce qu'on connaît, déjà, on gagne un peu plus en amour-propre, et ça, c'est un des facteurs de résilience identifiés, c'est l'amour de soi. Et en plus, cela permet de donner du sens. Et ça aussi, ce sens-là, trouver du sens, est aussi un facteur de résilience très, très, très important. Donc, tout ça pour dire qu'à l'échelle de notre foyer, de notre maison, nous pouvons transformer des choses, adapter, bouger, utiliser notre lieu de vie comme un laboratoire d'expérimentation de résilience. Évidemment, à l'échelle personnelle, moi, pour ce qui me concerne, je suis arrivé à La Réunion il y a presque une dizaine d'années. Joseph, il te reste quelques secondes pour conclure sur ce que tu es en train de dire. Voilà. Vas-y. Je n'ai pas de famille ici, j'ai juste, c'est aussi énorme, c'est aussi important, une famille de cœur, et je pense que c'est à chacun d'entre nous pour réussir cette résilience. C'est comme Patricia nous le disait avec son mari, qui tantôt servait de tuteur et tantôt arrosait. Voilà, on peut identifier chez nous, autour de nous, les personnes avec lesquelles on va réussir à s'entraider pour être plus résilient. Voilà. Merci. Merci Joseph pour ta réaction. Effectivement, on a chacun nos tuteurs de résilience, et des fois c'est la famille, des fois c'est les amis, des fois c'est c'est la nature. Enfin, il y a plein de tuteurs de résilience, et chacun construit son propre tuteur de résilience. Merci beaucoup Joseph pour ton intervention. On va passer aux questions, et je propose qu'on puisse passer en priorité les éclaircissements. Les questions d'éclaircissement sur le questionnaire, les questionnaires principalement, pour que vous puissiez repartir avec des éléments de réponse clairs. Et ensuite, on passera aux autres questions pour ceux qui peuvent rester.
Il y a eu beaucoup de questions dans le chat, donc j'essaie de récupérer les questions. J'ai vu qu'il y avait une question qui posait, quelqu'un qui posait la question en quelle langue est le questionnaire. Donc le questionnaire est en français. Pierre, on t'entend pas. J'en ai noté 2 ou 3 assez essentiels. J'ai répondu à une ou deux qui étaient un peu évidentes dans le chat. Okay. Bon, c'est résident à La Réunion et puis il y a évidemment. Non, mais Pierre, sur le créole et le français, j'ai effectivement et sur la partie représentativité de l'échantillon, je pense qu'il faudrait apporter deux, trois réponses si je peux. Voilà. C'est sur ces deux-là que je pourrais déjà donner des réponses. Elles sont revenues à plusieurs reprises. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il faut que tu puisses répondre à toutes les questions à l'oral parce qu'en fait, il y a tellement d'éléments dans le chat qu'on peut très vite se perdre. Alors, il y a au moins 4 réponses. J'en ai fait 2 par écrit. Une sur est-ce qu'il y a identification de l'âge, du niveau social, du niveau d'études. Alors, oui, bien sûr, ça n'a pas été dit, mais il y a un onglet profil dans le questionnaire qui permet justement ensuite de pouvoir faire une étude, comme l'a dit Jean-François, et de savoir si… au-delà de l'aspect géographique, si les gens ont un niveau de bonheur supérieur selon leurs conditions, leur âge, etc. Donc ça, c'est évident. Il y a un onglet profil qui va permettre ensuite de faire véritablement l'étude, même si les questionnaires resteront anonymes. Il y a effectivement, bien sûr, ce profil. Deuxième réponse, c'est une enquête qui s'adresse à des résidents à La Réunion, c'est le BNB Réunion. C'est donc une enquête territoriale, donc, parce qu'il y avait une question, est-ce que ça peut être administré ailleurs? Alors, en plus, pour certains onglets, ce ne serait pas très adapté, notamment sur l'onglet culture, il est très, très adapté aux gens qui vivent à La Réunion. On a des questions sur le créole, etc. Et on pense que c'est important de bien comprendre le créole quand on habite La Réunion, par exemple. C'est sûrement un peu moins important ailleurs. Bon. Il y en a 2 qui sont extrêmement importantes auxquelles je voulais répondre. C'est effectivement, justement, est-ce que la langue d'administration, mais au-delà même de la langue d'administration, si on veut effectivement avoir un échantillon représentatif et que tous les Réunionnais soient susceptibles d'y répondre, c'est pour ça qu'on tient essentiellement à ce que ça soit un questionnaire qui soit administré. Et donc, effectivement, il est en français, mais les enquêteurs sauront, je pense, traduire avec des mots en créole aux gens pour lesquels c'est nécessaire. Mais même au-delà du langage français-créole, il y a des questions qui pourraient paraître un petit peu obscures, un peu complexes. Et c'est pour ça que dans la partie un peu formation, il faut qu'on transmette un peu les éléments de langage et que s'il y a des choses qui sont obscures, elles puissent devenir claires pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'est par le fait que ce sera administré par des enquêteurs qu'on peut être relativement confiant que l'ensemble des Réunionnais pourront comprendre les questions et y répondre. Sur la représentativité de l'échantillon, on va dire il y a 2 phases. Il y a la phase test où là on va le faire entre nous, on va demander effectivement, on va effectivement nous former avec la petite équipe une vingtaine de bénévoles, il faut en trouver 20, qui eux-mêmes vont ensuite le faire auprès de 4 personnes. Là, on n'aura pas quelque chose de représentatif de la Réunion. Par contre, sur l'enquête grandeur nature sur les 1000 personnes, c'est tout à fait essentiel d'avoir un échantillon représentatif. Ce serait peut-être un peu long de détailler tout de suite la méthode à laquelle on a réfléchi, sachant qu'il y a encore une alternative parce qu'il n'est pas impossible que l'INSEE puisse nous donner effectivement des éléments qui permettent d'avoir un échantillon complètement représentatif. Mais c'est évidemment une question essentielle d'avoir une représentativité voilà, et que ça soit la plus proche possible de la photo de la population réunionnaise dans son ensemble. Voilà. Donc au moins celle-là, il y en a peut-être d'autres, mais au moins celle-là, je les avais notées. J'avais noté qu'elles revenaient plusieurs fois, qu'elles étaient vraiment importantes et complètement légitimes. Peut-être que Jean-François veut rajouter quelque chose. Non, pas forcément sur ce que tu as dit. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a notre souplesse à nous. Donc notre souplesse à nous, elle est effectivement sur la question des langages. Et puis, alors par contre, je crois qu'il y avait une question sur la représentativité, sur les échantillonnages. Alors, on avait parlé d'un échantillonnage de 1000 personnes. Et sur la question de la représentativité, je vous avais indiqué que ce qui nous importait, c'était la représentativité territoriale. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours pris en compte dans les enquêtes statistiques habituelles.
Donc nous, on a voulu apporter un indicateur supplémentaire qui est ce qu'on appelle l'IRIS, qui est une unité statistique de 2000 personnes sur un territoire. Et on est en train de travailler avec l'INSEE actuellement pour essayer de combiner la précision de l'échantillon que nous souhaitons pour avoir notre façon d'avoir la représentativité du territoire avec des méthodes qui sont officielles et qui nous permettent d'avoir deux avantages. D'une part, une possibilité de comparaison avec d'autres études, ça c'est une première chose, et d'autre part, un soutien institutionnel sur la validité de la méthode que l'on aura utilisée. Voilà. Ça, c'était pour la partie de l'échantillonnage. Et puis, il y avait une autre question qui était sur la durée des questionnaires, entre 40 et 15 minutes. Là, j'ai vu 2 ou 3 personnes réagir, ce qui, fondamentalement, est tout à fait juste. Mais des questionnaires sur ce type d'objectifs de recherche, finalement, c'est relativement peu. On a plus l'habitude, des fois, de questionnaires qui vont entre 3/4 d'heure et 1 heure, qui sont des questionnaires très, très complets. Donc, on a essayé d'avoir aussi une fluidité dans la passation du questionnaire, des 2 questionnaires d'ailleurs, pour que ce ne soit pas trop difficile pour les personnes. Et puis, le mode d'administration de ces questionnaires se fera sans doute en 2 temps. De façon à ce que la personne qui est enquêtée ne soit pas prise pendant 1h30, 2 heures, mais par contre, on s'engage à le faire en 2 fois à chaque fois. Voilà. Merci Pierre et merci Jean-François pour ces précisions. Si du coup sur les questionnaires c'est clair pour tout le monde, de toute façon on vous renverra, on fera une petite fiche. Je pense que c'est important qu'on puisse faire une petite fiche avec les règles du jeu. Par rapport à ce questionnaire-là, on vous enverra en fait les étapes, donc l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 avec les règles. Et puis on a dans le chat les personnes qui nous ont précisé qu'ils voulaient participer à ce questionnaire. Sur Facebook aussi, on a des réactions. On prend vos coordonnées et l'équipe Isopolis reviendra rapidement vers vous pour vous administrer le questionnaire. Et voilà, dans l'idée que vous puissiez aussi vous engager sur 4 personnes, comme on l'a précisé. Voilà. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse aller vers les questions qui ont été posées dans le chat. J'essaie d'aller dans l'ordre. Il y a Monsieur Mogis qui a posé la première question, qui est « N'y a-t-il pas des conditions extérieures favorables au bonheur ?» Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui souhaite rebondir là-dessus. J'évoque les questions et si quelqu'un souhaite rebondir dessus, parce qu'on n'a pas toutes les réponses non plus, on n'a pas la baguette magique, mais si quelqu'un souhaite répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a plus une réaction de Richard Dijoux qui explique qui évoque le fait que la violence sexuelle n'est pas l'apanage de la Réunion, l'inceste est planétaire, l'alcool et les drogues aussi. Donc, comme c'est un sujet, dans Isopolis, on a ce public cible sur lesquels on va tenter de voir comment faire en sorte de réduire en fait cette violence en fait sur le territoire. Je pense que c'est important qu'on puisse réagir là-dessus. Et je vois que Jaëla a mis sa caméra. Donc, je pense qu'elle va réagir sur cette remarque. Oui, merci Jess. Du coup, par rapport à la question sur le bonheur, c'était est-ce qu'il y avait des conditions extérieures à soi? C'est ça la question? Jess, si tu peux me la relire parce que du coup… Oui, je te la relis. Alors, c'est Monsieur Mogis. Il écrit « N'y a-t-il pas des conditions extérieures favorables au bonheur ?» Alors, le extérieur, je ne sais pas, j'imagine, j'extrapole, je pense que ça voulait dire extérieur à soi, ou est-ce que c'est extérieur à la Réunion? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, comme on est dans une logique de global, d'interdépendance et de système, c'est évident que la résilience déjà, ça part de soi, des ressources internes.
Forcément, c'est important d'avoir un environnement qui nous permette, qui soutienne en fait notre capacité à aller de mieux en mieux. En fait, donc c'est pour ça que j'avais pris ces 4 échelles emboîtées, c'est-à-dire ça part de moi, mais moi je suis dans un système qui existe, dans une société avec ses règles, avec ses dispositifs, ses aménagements, ses politiques publiques, etc. Et donc c'est très important que ça soit soutenu, que les politiques et le territoire soutiennent le bonheur, le bien-être durable des gens. Donc, pour moi, c'est vraiment évident que ça part de soi, évidemment. Je suis acteur de mon bonheur, mais je suis un être social qui est dans un système et ce système doit être conçu pour favoriser mon bien-être. Voilà, donc c'est d'où l'importance pour nous de travailler sur les 4 dimensions en même temps. Donc, je regarde les questions en même temps. Ensuite, par rapport, bien sûr, au niveau de ta remarque, Richard, évidemment, c'est sûr que c'est un fléau planétaire, les violences sexuelles, l'inceste et les violences physiques. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, par rapport au département français, on est un des départements à avoir les taux les plus importants de violences intrafamiliales, en lien avec l'alcool d'ailleurs. Donc, ça pourrait avoir tiré ses sources de notre passé très difficile et éprouvant, qui peut se transmettre de génération en génération et pour lequel il faut qu'on fasse une résilience accomplie en partant aussi de notre culture. Et pour nous, les 3 grandes étapes pour passer du subir, c'est-à-dire du statut de victime à un statut d'acteur de son territoire, c'est vraiment connaître déjà avec discernement mon histoire, ma biographie, et mon histoire personnelle ne peut prendre sens que dans un contexte culturel, dans une histoire culturelle. Et donc c'est très important de connaître avec discernement et mon histoire personnelle et mon histoire culturelle pour pouvoir accepter et faire en conscience avec ça. Et du coup, c'est très important l'expression, la possibilité de dire, la possibilité que la société accepte et nous permette de dire nos difficultés, c'est important. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est important pour nous de travailler sur ces violences notamment qui prennent corps dans l'histoire, mais parce que c'est aussi en matière d'adversité, en matière d'intensité, les violences physiques et sexuelles font partie des traumas qui engendrent le plus de souffrance et de désintégration. C'est très violent. Donc, c'est important d'agir parce que c'est un fléau d'intensité colossale sur l'intégrité des personnes dans l'espace et dans le temps. Voilà pour cette question, en espérant avoir été un peu claire. Oui, là c'était clair. Et puis de toute façon, ce genre de questions demanderait beaucoup plus d'échanges, mais on est court un peu en termes de temps pour pouvoir répondre à tout ça. Et du coup, voilà, il est 13h, pas 13h50, mon ordi n'est pas à l'heure. Il est 16h47. Du coup, il nous reste à peu près 10 minutes de questions. Du coup, j'essaie de vraiment voir quelles questions poser, mais c'est pas contre vous, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Il y a Richard qui repose une question. Le bottom-up est-il possible sans l'autorisation des décideurs? Je pense que là-dessus, on peut réagir. Oui, très bonne question, évidemment. C'est pour ça que l'objectif pour nous, c'est de restaurer cette fonction qui est déjà en place avec les syndicats, etc., mais qui sont devenus aussi d'autres zones de pouvoir et donc ça bloque la bonne circulation du feedback et de la remontée des besoins des personnes, des populations. Et du coup, c'est l'objectif d'Isopolis, c'est de dire que ce qui est important, c'est de savoir que dans un contexte de changement encore plus accéléré par le contexte mondial de la crise sanitaire, c'est que les décideurs ont besoin d'être éclairés en fait sur les décisions qu'ils prennent et on a bon espoir. C'est d'ailleurs une des choses qui a fait qu'on a présenté Isopolis parce que c'est vrai que ça rejoint aussi la remarque de Laurent qui dit que il faudrait qu'on ait plus de visibilité parce que là dans nos séminaires on n'est pas très visible, ce qui est vrai. Et en même temps, on travaille beaucoup en back-office, au-delà des séminaires, pour faire exister ce projet, pour qu'il puisse s'inscrire de manière durable, pour qu'on puisse avoir des financements déjà, pour qu'il puisse s'inscrire dans les stratégies, pour qu'on puisse fédérer les institutions. Donc, on a un gros travail de background qu'on fait depuis 2015 pour faire en sorte, au-delà des séminaires, les séminaires, c'est l'aspect communication qui aurait bien entendu beaucoup
beaucoup plus d'impact s'ils étaient mieux connus. Donc là, on compte aussi sur vous parce que c'est pas évident pour les faiseurs de changement de faire ce qu'ils disent, de dire ce qu'ils font, pardon, de se faire ce qu'ils disent, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en l'occurrence, on travaille vraiment d'arrache-pied depuis 2015 pour faire en sorte que le message qu'on adresse soit perçu comme une aide à l'orientation des politiques publiques plutôt que comme une menace. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et là aussi, il y a toujours un jeu, forcément, il y a toujours des jeux de pouvoir, hein, et c'est important pour nous de passer sur la phase suivante qui sera le manifeste qu'on est en train d'écrire. Le manifeste, on aimerait le faire sortir avant le déconfinement parce qu'on sait qu'il y aura une autre logique d'activité, de disponibilité qui va se mettre en place avec le déconfinement, donc ça sera un peu l'agitation. On veut vraiment lancer ce manifeste au niveau de la population et vraiment au niveau des acteurs institutionnels, donc toutes les personnes qu'on a vues depuis 2015 qui se sont montrées favorables à cette démarche avant même la crise du coronavirus et avant celle des Gilets jaunes et puis pendant, c'est de pouvoir en fait réunir toutes ces signatures pour montrer la diversité des acteurs qui veulent ce changement. Et aussi, on ira voir les élus et on leur demandera où vous vous positionnez par rapport à ça, mais dans le but d'adhérer, en fait, de montrer le besoin de transformer la société et d'obtenir leur adhésion sur ce principe-là, déjà. Donc, la phase manifeste qu'on va lancer, on est en train de préparer et qu'on va lancer pour le prochain webinaire, on aura vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Et aussi, l'enquête BNB et l'enquête Covid, c'est pour nous faire la preuve de l'utilité de mettre des méthodes et des moyens pour pouvoir capter les besoins et le ressenti de la population pour éclairer la décision publique. Et là aussi, on a vraiment besoin de vous parce que nous, on fournit, ISOPOLIS, c'est fournir un cadre et des méthodes pour soutenir une stratégie qui est celle de transformer le territoire par l'expérimentation. Maintenant, c'est ensemble qu'on va y arriver. Hein. Tout seul, on n'est pas capable, c'est sûr. Hein. Donc, plus on est, mieux c'est. Voilà pour les réponses par rapport à ça. Tout à fait. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jaïla, pour rappel, le prochain webinaire, du coup, ça tombe super bien parce que c'est sur le thème de l'engagement et on espère vous voir toujours présent parce que du coup, l'idée, c'est qu'on puisse passer un cran au-dessus et aller vers les politiques à travers tous les outils que Jaïla vous a évoqué et aussi faire en sorte que l'idée du bonheur, l'idée de la mesure du niveau de bonheur soit accessible aussi à la population. Donc, du coup, voilà, c'est notre objectif, c'est notre envie, notre ambition. Mais après, derrière, il faut mettre les moyens et du coup, on compte sur vous pour contribuer à faire connaître le projet et à faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux éléments que ISOPOLIS offre. Voilà. Merci Jaïla. On prend une dernière question. Je propose qu'on puisse prendre une dernière question parce qu'il reste 5 minutes pour qu'il soit 17h. Et ensuite, on fait un coucou à tout le monde. On met les caméras, on prend une photo d'écran et on vous envoie la photo, promis. Du coup, la dernière question que je propose de poser, c'est le chômage. C'est une question de Monsieur Mogis. Donc, le chômage, facteur de souffrance, est très lié à la faiblesse de l'activité et de la production endogène et à ses conséquences, un volume faramineux d'importation. Que propose ISOPOLIS à ce sujet par rapport à l'importation et de l'idée du chômage? Alors, une première réponse, peut-être je laisserai la parole à Pierre ensuite pour compléter, parce que Pierre a quand même fait une bonne partie, toute sa carrière, plus de 30 ans, je ne sais pas, ça fait beaucoup quand même à 30 ans, mais je crois que c'est au moins ça. En tout cas, à la CCI, et donc à essayer de travailler sur ces problématiques économiques. Moi, je dirais que le plus important, c'est ce qu'on veut faire au niveau d'ISOPOLIS, c'est de renforcer la capacité le sentiment de capacité des Réunionnais pour amener les Réunionnais à se sentir capables, nous les capables de faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et du coup, pour nous, c'est très important de développer, de soutenir déjà les personnes pour qu'elles trouvent à partir de leur talent et de leur histoire là où elles vont pouvoir contribuer, de les amener à innover à partir de qui elles sont et de cette façon de créer de l'activité qui part de la valeur
réelle, endogène de la Réunion. Donc ça, c'est l'axe majeur qu'on aura à faire. Puis au niveau, par exemple, du tourisme, là, on a aussi des rapprochements qui se font avec les organismes qui gèrent le tourisme, mais en disant que en devenant nous-mêmes une destination de sens, où on travaille à différentes échelles de manière consciente et volontaire à la résilience à échelle individuelle, collective et sociétale, eh ben, on peut devenir aussi une destination de sens, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir les fonds qu'on injecte dans le tourisme pour faire venir les gens de l'extérieur, pour nous permettre de nous développer nous-mêmes. Et c'est ce qu'on sera devenu, ce qu'on aura réussi à faire, la résilience qu'on aura développée, qui pourra attirer des gens, parce qu'on aura aussi réussi à faire des choses. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler directement sur renforcer la capacité des gens à innover économiquement, enfin, mettre en place des activités à partir de qui ils sont, promouvoir l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire que faire en sorte qu'au niveau des politiques publiques, eh ben, on puisse soutenir l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, qui sont déjà des formes d'économie qui soutiennent ça de manière organisationnelle. Et ensuite, on espère que dans cette transformation de fond, aussi en aidant les personnes à prendre conscience que c'est meilleur de consommer local, toutes ces choses-là vont par conséquence, on l'espère en tout cas, faire pencher la balance pour faire en sorte qu'on réduise nos importations et qu'on puisse favoriser le développement local. Non, j'ai peur de dire des choses, voilà, un peu des généralités. Le lien entre le développement endogène et l'activité et le chômage, il est évident. Là, les 33 ans à la Chambre de commerce ne sont pas franchement une référence, hein, parce que il y a tout à changer. Donc, voilà. Donc, on est bien d'accord. Et c'est bien le consumérisme, la mondialisation qui, à la limite, accentue encore la dépendance de la Réunion vis-à-vis de l'extérieur et donc, rendu les choses de plus en plus difficiles et donc amène effectivement à beaucoup de gens, les promoteurs d'Isopolis comme les autres et comme évidemment M. Mogis à dire il faut changer de système et de braquet. Donc on est tous d'accord. Après effectivement Isopolis c'est une manière, on va dire, quelque part avec des expérimentations et pour essayer d'avancer dans ce domaine-là, comme tu l'as déjà bien dit. Enfin voilà, donc de donner la capacité des gens de faire plus et de progressivement d'avoir un développement plus endogène, de moins dépendre de l'extérieur et donc bien plus d'activité, bien moins de chômage et donc bien moins de souffrance. Voilà. Enfin, j'ai peur d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais voilà, mes 30 et quelques années ne sont pas d'une grande utilité pour avoir des réponses plus intelligentes que ce que tu avais. Enfin, non, c'est très difficile d'avoir des réponses plus intelligentes que celles que tu avais faites. Voilà, sans flagornerie. Ça a coupé je ne sais pas qui a coupé son micro, c'est lui ou c'est toi, Joss, que tu en avais… Non, c'est moi, j'avais terminé. D'accord, ok. Je croyais que c'était toi. Bon, c'est le moment où on commence ça, à… Pas aimé. Oui, j'imagine bien. Des choses gentilles en plus de micro. Bon. Je propose qu'on puisse, ceux qui le souhaitent, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et pour les autres, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous. Je vous propose de mettre vos caméras si vous le souhaitez, ou si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous déconnecter si vous avez envie. Ah yes, j'ai l'impression que tout le monde est en train de mettre la caméra. Mettez la caméra. Il faut que Max puisse nous autoriser à le faire. Ouais, il va le faire. Vous pouvez incarner la joie, le bonheur, enfin, c'est le moment. C'est la thématique. Et là, c'est quand tu veux pour prendre la copie d'écran. Déjà fait. Alors, on va faire une deuxième. C'est sympa. Avec les mains comme ça, super. Ouais, super. Passe caméra.